Chers amis, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Terre des Hommes. On vous avait parlé il y a quelques semaines du très beau film de Vincent Munier, Le Chant des forêts. Et si vous l'avez vu, ce que j'espère, eh bien vous avez peut-être noté cette phrase sur laquelle le film se termine. La nature n'est pas un spectacle, entend-on, c'est une vie partagée. Et bien précisément, nous avons décidé de revenir en forêt. Et vous allez voir que nous avons rencontré eh bien, ceux qui partagent cette vie au fond des bois. Et on a beaucoup de questions à leur poser sur précisément le rôle que jouent les forêts dans la préservation de l'environnement en France et les responsabilités qui incombent à ceux qui en sont les propriétaires et les gestionnaires. On en parle tout de suite dans Terre des Hommes. Voilà, et avec nous autour de ce plateau, on a des représentants de différents modes de gestion de propriété forestière. Bonsoir Antoine Damécourt. Bonsoir. Alors vous êtes le président de FranceSylva, je ne sais pas si je le résume bien, FranceSylva c'est une fédération nationale de syndicats de propriétaires privés, de gens qui possèdent une petite ou une grande part de forêt. Oui, ça regroupe 73 syndicats départementaux ou interdépartementaux et donc je préside la fédération nationale. Et vous allez nous expliquer exactement ce que ça recoupe comme mission, comme responsabilité. Et puis à vos côtés, Éric Constantin, bonsoir. Bonsoir. Alors je crois que vous vous connaissez tous les deux. Éric Constantin, vous êtes maintenant le chef de l'inspection générale de l'ONF, de l'Office national des forêts, qui est évidemment l'institution que l'on a tous en tête quand on pense aux forêts domaniales, les grandes forêts publiques. Vous allez nous expliquer plus en détail exactement quel est le rôle de l'État par rapport aux forêts qu'il possède. Et puis toujours à mes côtés, Madeleine Métayer, bonsoir. Bonsoir Paul. Madeleine, vous allez nous parler de quoi tout à l'heure ? Je vais vous parler de la manière dont les propriétaires privés, qu'ils soient de tout petits propriétaires ou de grands propriétaires, sont accompagnés face au dérèglement climatique. Eh bien, on a hâte de vous entendre. Ce que j'aimerais peut-être pour commencer à planter un peu le décor, à défaut de planter la forêt, parce qu'il faudrait plus de temps pour cela, mais c'est de peut-être bien comprendre comment se répartit en fait la propriété des forêts en France. On comprend qu'il y a des personnes, des propriétaires privés qui en possèdent une petite partie, l'État aussi en a. Alors comment ça se représente ? On va le voir sur la carte. Je crois que les propriétaires privés, c'est les 3/4 en fait de la forêt en France, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. La forêt, c'est 30% du territoire national et il y a 75% de forêts privées et 25% de forêts publiques. Donc la forêt privée, c'est 20% du territoire hexagonal. D'accord. Et puis ce qu'on voit sur la carte aussi, c'est que ça n'est pas réparti de la même façon de partout. Par exemple, plus on va à l'ouest, plus on a des propriétaires privés, alors qu'on voit par exemple que dans le Grand Est, on a des grandes parcelles publiques, c'est ça ? Comment ça s'explique historiquement, ces différences de mode de propriété forestière ? C'est l'historique de la forêt publique. Bon, la forêt publique, une partie est liée à des anciennes forêts royales, hein, c'est ça, Président. Plus les forêts des collectivités qui sont plus ou moins riches suivant les territoires. Par exemple, dans le Grand Est, on a beaucoup de forêts, donc on a beaucoup de communes forestières. D'accord. Et oui. Communes forestières, forêts publiques, donc gérées par... Donc les forêts communales, les forêts domaniales, c'est ça ? Et les forêts domaniales, alors les forêts domaniales, effectivement, il y a plusieurs types de forêts domaniales. Il y a l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, les anciennes forêts royales, les anciennes forêts des abbayes, etc. Et puis il y a aussi toutes les forêts domaniales qui sont liées aux massifs qui ont un rôle d'intérêt général. On va être surtout en zone de montagne, on va être aussi sur le littoral aquitaine, ce qu'on appelle un peu les forêts de protection, qui ont un rôle d'intérêt général, donc qui sont détenues par l'État propriétaire. Et la prédominance des forêts privées à l'ouest, elle s'explique ? On arrive à déterminer de quelle origine elle vient ? En fait, ce n'est pas la forêt française, c'est les forêts françaises. C'est-à-dire qu'entre la Normandie et PACA, ce n'est pas la même chose qu'entre Grand Est et la Nouvelle-Aquitaine. Donc, alors dans l'ouest, c'est parce que c'était plus des terres de culture, il n'y a pas de montagne dans l'ouest, donc déjà des terres de culture. Et puis la forêt privée, en fait, la forêt, c'était l'énergie. C'est le début de l'industrialisation. Donc les grandes forêts, c'était les verreries, les fonderies, les briqueteries. C'était le premier besoin en énergie. Et beaucoup de petits propriétaires privés, parce que c'était les besoins en énergie des villages, des hameaux, des boulangers. Voilà. Donc c'est vrai que dans les régions très habitées de l'Ouest, il y avait plus de besoins en énergie que dans les zones vallonnées de l'Est de la France qui sont moins habitées. Ça s'explique par une exploitation en fait, de ces ressources à un moment donné. Oui, et puis peut-être que la frontière Est aussi, je ne sais pas comment ça s'est fait, qu'il y ait plus de forêts communales, mais voilà, les modes de gestion n'étaient pas les mêmes. Donc, mais dans l'Ouest, c'est en effet, je prends les Pays de la Loire, c'est 97% de forêts privées.
Et Antoine Damécourt, en vous écoutant, je repense à une réflexion qu'avait fait un jour le philosophe Gaspard Koenig et qui m'avait marqué. C'est qu'au fond, la notion de posséder une forêt, elle ne va pas de soi. Moi, je n'ai pas de forêt, donc je ne me pose pas encore cette question dans les mêmes termes. J'aimerais bien, ce serait effectivement probablement un rêve de vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on possède une forêt? Est-ce qu'une forêt, quand on s'y promène, évidemment, on voit que c'est une profusion d'êtres vivants, certains très imposants, d'autres minuscules et invisibles sous nos pieds. Est-ce que ça veut dire que si je possède une parcelle de forêt, tout ça est à moi? Est-ce que ça veut dire évidemment que j'en fais ce que je veux? Vous voyez, qu'est-ce que ça recoupe éventuellement comme notion et qu'est-ce que ça crée comme sentiment, comme responsabilité chez tous les propriétaires que vous représentez? Voilà, c'est 3 500 000 familles de propriétaires, donc des particuliers qui ont des forêts plus ou moins grandes. Et quand on dit possède, c'est pas juste on la possède, on est les porteurs de flambeaux, c'est-à-dire qu'on en hérite et on doit la transmettre. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et donc c'est là qu'il y a une vraie possession, quoi, parce que c'est pas juste je possède une voiture, j'achète et puis demain je changerai de voiture. C'est j'hérite et je transmets. Donc il n'y a pas d'autre métier que le sylviculteur qui vit du travail des générations précédentes et travaille pour les générations futures. Oui, donc c'est vrai qu'il y a de toute façon, par le temps qu'il faut pour qu'une forêt pousse et se renouvelle et se régénère et évolue, il y a cette notion de transmission qui est évidente. Et il y a ma seconde question, c'est-à-dire est-ce que lorsque l'on possède une forêt, on en fait ce que l'on veut? Quel est le pouvoir, quelle est la part de liberté que l'on a par rapport à ces êtres vivants dont on est le détenteur et puis ensuite le transmetteur? Oui, non, on n'en fait pas ce qu'on veut parce que c'est la forêt qui nous oriente en fait. Pour plein de raisons, on observe et on la gère. Alors après, toutes les forêts de plus de 20 hectares sont tenues d'avoir un document de gestion durable depuis 1963, donc la loi Pisani, contrairement à l'Office national des forêts où depuis Colbert, il y a des plans d'aménagement en forêt privée. Ça existe depuis 1963 et la loi Pisani pour toutes les forêts de plus de 20 hectares. Et donc, mais c'est bien parce que quand on transmet, il faut avoir l'histoire de ce qui s'est passé sur la forêt. Ce peuplement, qu'est-ce qu'il était il y a 50 ans? Et avec les documents de gestion qui se répètent, maintenant, on a beaucoup plus de visibilité sur le peuplement d'origine et ce qu'on va transmettre. D'accord. Et cette logique de gestion, elle est du coup beaucoup plus ancienne et beaucoup plus durablement ancrée au sein de l'ONF par l'historicité, encore une fois, de votre institution. C'est quelque chose qui va de soi. Comment est-ce que dans vos différentes missions, vous appréhendez cette responsabilité? Déjà, c'est quelque chose qui va de soi et puis qui est écrit dans le Code forestier, qui nous donne mission pour cela d'aménager la gestion multifonctionnelle durable, qui est une spécificité française, on n'insiste jamais là-dessus. Ça veut dire que notre rôle, c'est d'aménager les forêts pour produire, accueillir et protéger aux mêmes endroits. Voilà, ce n'est pas de spécialisation de l'espace. Donc effectivement, comme le disait le Président, il y a une tradition des eaux et forêts et avant l'Office national des forêts. Toute forêt publique doit bénéficier d'un document de gestion durable. C'est une nécessité validée par le ministre ou par le préfet. Forêt des collectivités, c'est le préfet. Et pour les forêts domaniales, c'est le ministre. C'est une obligation que l'on a et d'ailleurs qui est reconnue comme telle par les certifications de gestion durable comme PEFC, qui nous obligent, en plus du Code forestier, à avoir ces documents de gestion d'orientation pluriannuelle. Et au risque peut-être, je ne sais pas si c'est une question qui se pose, mais d'avoir une forêt qui devient un espace de plus en plus normé, de plus en plus soumis à un empilement de contraintes, avec éventuellement l'empilement de normes bureaucratiques que ça peut générer, ou avec quand même de relatifs coups des franches dans la façon dont on administre. Non, on a des orientations, on a un cadre qui effectivement nous permet qui précise ce que l'on doit faire, mais comme le disait le Président, la forêt, elle nous offre ce qu'elle peut nous offrir. Et donc, quelque part, notre enjeu, c'est de bien la diagnostiquer. Alors, ça fait techno, mais c'est de bien l'appréhender pour voir où elle en est, où elle peut aller. C'est la même question on est tous forestiers, fondamentalement. Où elle peut aller, donc cette capacité diagnostique. Et ensuite, effectivement, s'éborder pour que l'on soit bien dans cette notion de gestion durable. Et alors, quand vous parlez de bordage, est-ce qu'il existe une police de la forêt? C'est un terme caricatural, mais c'est pour venir poser la question de savoir si, Paul le disait, est-ce qu'on fait ce qu'on veut? C'est par exemple, est-ce qu'on plante les essences que l'on souhaite? Si par exemple, on veut avoir une exploitation économique de sa parcelle, ou est-ce qu'il y a comme ça un cadrage environnemental où on vous dit non, en fait, cette essence-là est déjà trop répandue ou elle n'est pas bonne pour l'endroit, et pas seulement parce qu'on a une projection sur le long terme, mais aussi parce qu'on ne peut pas.
Est-ce qu'il existe cet enjeu? Alors il y a plein de cadrages, oui. Ouais. Il y a plein de cadrages. Dans tous les domaines, il y a des cadrages. Et quand je disais les forêts françaises, le cadrage n'est pas le même en Pays de la Loire qu'en Occitanie, parce que c'est pas les mêmes peuplements, c'est pas même les traditions locales. C'est-à-dire que voilà, il y a chaque région a des spécificités. Donc en effet, il y a des cadrages, mais il faut laisser un peu de marge de manœuvre parce que le sylviculteur, avec le dérèglement climatique et tout ce qui se passe, il est obligé de prendre, de changer par rapport à ce que ses grands-parents faisaient. Il y a des changements, donc voilà, il faut s'adapter. Et la forêt, en fait, c'est pas l'homme qui décide ce qu'il va faire, c'est la forêt qui nous oriente. Voilà. Mais il faut que nous, on soit là, avec des cadrages, en effet, et avec des avis différents. Et c'est le rôle de France Sylva, c'est d'essayer de regrouper ces 3 500 000 familles de propriétaires, parce que tout seul, on se dit, je vais faire comme ça, parce que je suis persuadé, mais non, il vaut mieux se servir des expériences des autres. Et avec l'Office national des forêts, on n'arrête pas d'échanger, forêt publique et forêt privée, pour bien adapter. Oui, puisqu'en plus, elles se collent par moments. Ah, complètement, oui. Complètement. Et c'est là qu'on arrive à la gestion de territoire, où on travaille, comme le disait le Président, régulièrement ensemble, parce que quand on est sur un massif forestier, il peut y avoir de la forêt domaniale, il peut y avoir de la forêt communale, et il peut y avoir bien sûr de la forêt privée. Et on a un intérêt collectif pour le territoire à avoir effectivement des problématiques de desserte, par exemple, de façon à pouvoir se coordonner dans la mobilisation et la gestion forestière globalement. Puis la plupart du temps, le promeneur ne voit pas forcément la différence. Absolument. Il ne se pose pas toujours la question de savoir chez qui il est quand il va sur un chemin. Moi, c'est ce qui me frappe aussi, c'est le droit d'aller en fait comme ça dans une forêt privée. Alors, est-ce qu'on a vraiment le droit d'aller partout? Il n'a pas le droit d'aller partout, mais l'arbre non plus ne fait pas la différence. Ses racines, il peut être juste en limite de 2. Il va pousser aussi bien s'il a la moitié de ses racines. Certaines forêts privées ont pour objectif d'être ouvertes au public. Ah, mais beaucoup de forêts privées, je pense que le fait que 75% de la surface forestière soit privée, il y a probablement plus de gens qui se promènent en forêt privée qu'en forêt publique. Parce que les forestiers privés, ils accueillent le nombre d'adhérents de France Sylva qui accueillent les écoles, l'école du village pour expliquer comment ça fonctionne. C'est partout. Alors c'est peut-être moins organisé que l'Office national des forêts, mais le problème, c'est qu'il faut que les gens comprennent que c'est une forêt privée, qu'il y a des risques aussi quand on rentre en forêt. Et les risques, c'est le propriétaire qui les porte. Donc il faut absolument demander l'autorisation. On va en parler précisément de ces risques, Antoine Damécourt, parce que vous faisiez allusion au fait que les arbres ne lisent pas le cadastre. Il y en a d'autres qui ne s'y intéressent pas beaucoup non plus. C'est des prédateurs, alors d'un genre nouveau, et dont les exactions ont tendance à se multiplier ces derniers temps. On a envoyé Camille Jaïr, notre fidèle et curieuse reporter de Terre des Hommes, sur le terrain, près de Metz, en Moselle, pour aller voir ce que sont ces phénomènes de vol de bois qui se multiplient et qui inquiètent beaucoup les propriétaires. On regarde le reportage et je vous fais réagir tout de suite. Un jour, j'arrive ici, la parcelle, tout est abattu, tout est blanc, et tout a disparu. Alors ici, nous sommes en Moselle. La forêt privée en Moselle, comme dans beaucoup de départements, est très morcelée. Ce morcellement favorise les vols de bois, favorise les prédateurs qui viennent chercher ces petites parcelles pour les exploiter sans autorisation ou pour déborder sur les limites. Ça, c'était un chêne. Là, vous voyez, là, on le reconnaît, le chêne. C'est M. Dacla qui nous a prévenus par téléphone. On est en train de sortir le bois de la forêt. Et le bois, les grumes, ils étaient ici devant. Et j'étais voir le soir même, quand on est rentré à 5 h du soir, je suis encore allée voir, les grumes, ils étaient là. Ils étaient au bord du bois. Et le lundi matin, j'ai porté plainte. Et pendant ce temps-là, ils sont partis. Mes petits-enfants, la dernière fois quand j'étais, ils ont embrassé le chêne. Comme il faut à l'école, comme ça, qu'ils étaient tellement contents d'être là. Les propriétaires qui sont volés, ce n'est pas tant la valeur économique qui les perturbe, c'est le fait de ne pas avoir su protéger un bien qui leur était transmis de génération en génération, qu'ils avaient pour mission de transmettre à la génération suivante, et ce bien-là, on est venu les arracher. Éric Constantin, juste une question de vocabulaire. Un grume, ou une grume d'ailleurs. Une grume, ça veut dire quoi ? Une grume, c'est le tronc que vous avez vu là sur les photos. C'est effectivement
de la souche jusqu'à ce qu'on appelle le houppier, qui est la tête de l'arbre où il y a toutes Là où il y a branches. les branches. Donc c'est le tronc, on va dire. Très bien. Bon, elle est émouvante, cette dame, Agnès. Et c'est vrai que Didier Daclin, vous le connaissez bien, il fait un travail formidable avec tous ses propriétaires. Oui, Didier Daclin, c'est le président de France-Sylva-Moselle. Et vous voyez, dans les 73 syndicats, on a des Didier Daclin en puissance. Mais Didier Daclin, c'est un grand connaisseur de la forêt et même jusqu'à la transformation du bois. Et en effet, dans son département, on a dévoilé un réseau, mais il y en a un peu partout en France, peut-être moins prégnant qu'en Moselle, mais c'est un vrai problème aujourd'hui. Des gens qui se font voler des arbres, on n'imagine pas que ce soit possible. Mais... Eh ben, on poursuit justement le visionnage de ce reportage et on va comprendre effectivement pourquoi est-ce que ce phénomène se massifie. La demande de bois sur les grands exports en Chine a favorisé l'explosion de ces vols de bois. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'une fois que le bois est chargé dans le conteneur et qu'il est mis sur le bateau à Anvers, il est complètement intraçable. Donc là, on est typiquement sur une exploitation de vol de bois en dépassement de limite. On a une grande parcelle qui a été exploitée par une société étrangère. Et là, ils sont venus se servir chez le voisin. Donc on a ici 3 souches qui ne font pas partie de la coupe. Et ça, on le vérifie très facilement avec les bornes qu'on retrouve sur l'ensemble du terrain. Entre ce propriétaire, le propriétaire en dessous et le 3e qui était là, il y a en gros un petit camion de chêne qui a disparu. Bah oui, voler du bois, ça semble plus compliqué que de voler une bijouterie, comme les braquages auxquels on a l'habitude dans les films de bandits. Et c'est vrai qu'en fait, ça vaut de l'or. Le prix, notamment du chêne, avec le marché chinois, ça a augmenté de manière considérable. Le chêne, effectivement, fait l'objet de toutes les envies, de toutes les prédations, pour reprendre le terme que vous avez utilisé. Pour autant, voilà, on essaie de réagir par rapport à ça, collectivement. D'une part, par rapport à une surveillance des forêts. Puis vous l'avez dit, la bijouterie, elle est en cœur de ville. Là, ces parcelles, elles sont nulle part. Elles sont au milieu de la nature. Et c'est des gens qui interviennent souvent de nuit, donc en totale contravention, bien sûr, et en totale impunité de moins en moins. Parce qu'effectivement, je pense que... Il y a une réponse maintenant au niveau des services de gendarmerie. Tout le monde est très sensibilisé. On a vu la situation en Moselle. J'avais eu connaissance de situations aussi au fin fond de l'Ariège, donc en montagne, etc., sur des sociétés sans foi ni loi et sans scrupules, qui viennent du coup massacrer quelque chose en dehors de toute considération de documents de gestion. Merci pour cet éclairage. On poursuit la fin de ce reportage pour voir aussi l'impact écologique, mais aussi même l'impact humain que ça peut avoir, ces phénomènes. Il y a tous les derniers du Conseil de Centre qui ont été agréés. Donc nous sommes ici au siège du Centre national de la propriété forestière délégation Grand Est. Alors concernant la problématique du vol que l'on peut rencontrer dans les forêts privées, en règle générale les vols, comme ils sont commis rapidement, sont faits en dépit des règles de la gestion durable, que ce soit en termes de quantité de prélèvement et en termes de pratique. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des dégâts au sol, on peut rencontrer des dégâts au peuplement voisin. La parcelle à l'origine, je suppose qu'on avait à peu près ce type de bois dessus. C'était des gros bois. C'était des gros chênes comme ça, oui. Des chênes voilà, qui avaient 100 ans, 200 ans. Alors on avait entendu parler de vol de bois dans les parages, de choses qui pouvaient se passer, mais on ne s'imaginait pas que ça pourrait nous tomber dessus comme ça du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un terrain qui a été complètement pillé. Il n'y a plus de semenciers, il n'y a plus de vieux bois pour donner de la régénération. On a un tapis de ronces et pour reconstruire aujourd'hui cette parcelle, il y en a au moins pour 15 à 20 000 euros. Ah bah aujourd'hui, financièrement, sur cette parcelle, j'ai plus spécialement envie d'investir. Je ne me vois pas remettre 15 000 euros pour replanter des arbres. J'attends vraiment que la justice fasse son travail. La moindre des choses qu'on attend aujourd'hui de la justice, c'est que le propriétaire ait la capacité, la possibilité qu'on lui donne les moyens de reconstruire une forêt sur ce terrain qui aujourd'hui est à l'abandon. C'est une friche forestière, enfin, c'est un déni d'écologie, c'est un déni de gestion durable.
Voilà, ça fait un pincement au cœur, ce reportage très beau de Camille Jair, mais qui montre une réalité qui finalement touche directement les personnes. On rejoint un peu ce que vous nous disiez sur l'aspect familial et la transmission de la forêt, Antoine Amécourt, c'est qu'au fond, au-delà de la valeur marchande de ce qui a été dérobé, ça a une valeur évidemment qui est impossible à mesurer, qui est le fait qu'on était responsable de quelque chose, d'une parcelle de terre sous ce grand ciel, et que quelque part, les propriétaires qui ont été volés ont le sentiment qu'ils n'ont pas su, qu'ils n'ont pas pu protéger ce qui leur était confié. Ouais, c'est pour ça que France Sylva, on a créé un numéro d'appel national pour que les gens puissent... On a beaucoup communiqué, par intermédiaire de vous aussi, la presse, pour que les gens appellent ce numéro quand il leur arrive un vol quel qu'il soit, pour pouvoir d'abord communiquer avec la gendarmerie et avec les ministères sur essayer d'estimer le volume que ça représente, où, quand, comment. Mais c'est le rôle de France Sylva. Et puis on dit aux propriétaires, essayez de connaître vos voisins, parce que souvent ils n'habitent pas sur place, mais il faut connaître ses voisins, que quelqu'un ait un peu une surveillance, parce que les gens après ils portent pas plainte, parce qu'ils disent non, mais comme c'est que je m'en suis rendu compte un peu tard, et puis en portant plainte, j'ai pas d'assurance, parce que souvent on porte plainte en se disant la plainte elle est pour l'assurance, ouais. et les arbres ils reviendront pas, de toute façon ils sont coupés, ils sont partis. Et ils se sentent humiliés, et ils osent même pas le dire. Puis il n'y a pas de preuve en fait, il n'y a pas de caméra en forêt. Oui, ils osent pas le dire, ils se disent oui, mes arbres ils sont partis, donc ils portent pas plainte. Donc nous, France Sylva, c'est notre rôle au niveau national. Vous accompagnez dans cette démarche. Que d'essayer que les gens appellent sur le numéro d'urgence, comme ça, c'est pas une plainte, mais nous, en fonction, ça peut nous permettre de dire dans ce secteur-là, il y a eu plusieurs vols. Et c'est vraiment le rôle du syndicalisme. Et encore une fois, avec l'ONF et avec les communes forestières, on se parle de tout ça. C'est vraiment la forêt française, les forêts françaises. Avec vous, Éric Constantin, parce que j'ai lu des documents que l'ONF a publiés récemment sur le sujet, il y a une autre espèce de personnes qui viennent parfois saccager vos forêts. Alors c'est vrai que leur culpabilité est moins facile à établir. Ce sont les animaux de gibier, les ongulés, sangliers, cerfs, chevreuils. J'ai lu que l'ONF communiquait là-dessus en disant notamment que leur population a tendance à augmenté de manière considérable ces dernières années, et ça pose un vrai problème de gestion forestière également. Alors, comme on le disait tout à l'heure pour les racines des arbres, le grand gibier est res nullius, ça veut dire qu'il n'appartient à personne, oui. et c'est une problématique auquel tous les forestiers sont confrontés. Tout est affaire d'équilibre. Voilà. Aujourd'hui, nos forêts sont riches de leurs cerfs et biches, nos forêts sont riches de leurs chevreuils, de leurs sangliers. On est toujours content d'en croiser un au détour d'une forêt. Quand il faut que les choses soient claires, tous les forestiers apprécient ça également. Ouais. La problématique, c'est qu'effectivement, quand on arrive dans des situations de surnombre, ça pose des problèmes puisque il y a effectivement prédation, je reprends le terme, sur les jeunes plants, sur les jeunes tiges, etc. Et ça peut amener ce qu'on appelle une situation de déséquilibre. Donc il n'y a plus assez de jeunesse pour renouveler la forêt, où ça nécessite des systèmes de protection pour les plantations, etc. Et tout à l'heure, on parlait de coûts à travers ce propriétaire qui avait été volé. Mais ça renchérit, entre guillemets, la gestion forestière, ce qui pose problème. Donc là, pour bien comprendre, ces espèces animales qui sont vraiment en pleine profusion, dont la population a augmenté de manière considérable au cours des dernières années, c'est ça ? Alors, il suffit de regarder la zone d'extension, par exemple, de ces espèces. Je prends le cerf, par exemple, quand vous regardez dans les années 50, son aire de répartition en France et son aire de répartition aujourd'hui, ça parle. Donc c'est des espèces qui, effectivement, se diffusent un petit peu sur tout le territoire national. Et faute de prédation, j'utilise encore le terme, prospère. La prédation, pour comprendre ce que vous appelez de vos voeux, en fait la prédation c'est la chasse, c'est la façon dont l'homme régule les populations animales. Aujourd'hui, c'est effectivement principalement la chasse qui est un élément nécessaire pour pouvoir maintenir un équilibre au niveau de ces milieux naturels. Et c'est ça qui est intéressant à vous écouter tous les deux dans ce qu'on comprend au fond d'une forêt. Une forêt, on aurait tendance à croire que la forêt n'a pas besoin de nous, elle pousse toute seule et les cerfs s'y baladent tout seuls et tout ça pourrait prospérer sans nous. Mais en réalité, quand on rentre un petit peu dans l'intelligence de la gestion forestière, on se rend compte qu'on a besoin de l'accompagner en permanence et de maintenir des équilibres en permanence en fait. Oui, le secret, c'est la gestion des équilibres. Voilà. Les équilibres de biodiversité, les équilibres de peuplement, et c'est pas de dire on veut gérer tout pareil. Si on gère tout pareil, il n'y a pas de monopole de la bonne pratique sylvicole en fait. Il y a plusieurs méthodes de gestion, et puis l'équilibre, c'est que chacun fasse, et en tout cas,
Le déséquilibre, c'est de ne rien faire et de laisser, en effet, ces populations d'ongulés trop se développer. Je dis souvent que pour le renouvellement de la forêt française aujourd'hui, on a 2 problèmes, c'est l'effet de serre et l'effet de serre. Alors ça, pour marquer le jeu de mots. Alors il y a un autre problème qui ne peut pas se décliner avec le mot serre, mais qui est un problème qui évidemment se pose de manière très, très nette. Voilà, c'est le dérèglement climatique. C'est le fameux effet de serre. Mais le bouleversement climatique qui aujourd'hui menace les forêts, Madeleine, pour bien comprendre, c'est des risques amplifiés de façon XXL, risque de gelée, risque d'incendie, risque d'attaque de champignons, d'insectes. Et donc il y a des organismes qui nous permettent de préparer ce dérèglement climatique, de préparer nos forêts face à ce dérèglement climatique. Effectivement, alors comme on l'a dit, la propriété privée en forêt est aujourd'hui très étendue en France, 75%. Et alors ce qu'on sait moins, c'est que parmi ces 3,5 millions de familles de propriétaires, en fait il y en a énormément qui possèdent des toutes petites parcelles. 2,2 millions de propriétaires privés ont moins d'1 hectare. À partir de là, on s'imagine bien que ce sont des personnes en fait qui ne sont pas spécialistes de l'entretien sylvicole et qui ont besoin d'aide. Donc l'une des aides principales en France, c'est celle du Centre national de la propriété forestière que vous, Antoine Damécourt, vous avez dirigé pendant 8 ans, je crois. Présidé pendant 8 ans. Voilà, donc en fait, c'est un organisme qui existe depuis les années 60, 500 employés qui s'occupent d'accompagner ces familles. Donc, parmi ces propriétaires, il y en a quelques dizaines de milliers qui possèdent au moins 20 hectares. Et quand on a au moins 20 hectares, on est obligé de proposer un plan de gestion qui s'appelle plan de gestion simple. Mais en dessous, on a besoin comme ça d'être aiguillé, d'être formé. Donc le CNPF explique à quelles aides ils ont besoin, enfin à quelles aides ils ont le droit, organise des permanences en mairie et puis également donne des apprentissages. Il y en a un en particulier qui aide à repérer ce que c'est qu'un arbre en mauvaise santé. Là, comme vous pouvez le voir, à ma gauche, il y a un arbre sain. Ici, on commence à apercevoir une mortalité de branches, comme on dit. Et puis derrière, 3e schéma, c'est la perte de ramification. C'est une chose qu'on ne sait pas forcément. Et c'est un des enseignements que peut prodiguer le CNPF. Je m'exercerai en forêt, essayer de les reconnaître. C'est un très joli mot, sylvicole, je pensais à ça en vous écoutant. Madeleine, est-ce qu'il y a un mode d'emploi ? Est-ce qu'il faut couper des arbres plus tôt ? Est-ce qu'il faut en planter d'autres espèces ? Comment est-ce qu'on fait, tout simplement ? Alors, face au dérèglement climatique, il y a effectivement des piliers. Je m'entretenais hier avec Frédéric Delport, qui est le directeur général du CNPF, et il m'a cité 4 efforts payants. L'introduction de nouvelles essences qui permettent de résister davantage aux effets de sécheresse, la plantation moins dense pour éviter de pomper de l'eau et permettre aussi à la pluie de s'introduire davantage en forêt, voilà, pour pouvoir comme ça avoir une forêt plus clairsemée. La récolte des arbres plus jeunes pour éviter le fameux dépérissement. Plus on récolte jeunes, moins ils vieillissent. Voilà, l'effet des arbres est le même que chez nous. Et la diversification des essences. Donc pas seulement l'introduction de nouvelles espèces, mais aussi le fait d'avoir comme ça un espace un peu riche dans lequel on n'a pas que des hêtres, dans lequel on n'a pas que des chênes, mais où il y a une juxtaposition de différentes plantations. On évite de mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est la phrase fétiche de Frédéric Delport. Mais il précise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'en fait, il n'y a pas de mode d'emploi générique. C'est pas possible, parce qu'il faut s'adapter à chaque fois aux contraintes locales. Est-ce que votre terrain est en pente ? Est-ce que votre terrain est composé de tels éléments ou de tels autres ? Voilà, donc comme en agriculture, on s'adapte. Et le risque, par contre, c'est de créer trop de normes à nouveau qui risquent d'étouffer un petit peu, là encore, les propriétaires ? Et effectivement, c'est le risque. Et alors, le CNPF explique que pour le moment, les propriétaires le prennent plutôt bien, parce qu'en fait, en forêt, il y a moins de normes qu'en agriculture. Et donc, les premières normes qui permettent de faire face au dérèglement climatique, apparemment, sont plutôt bien accueillies par des propriétaires qui ont en tête la nécessité de transmettre un bien pour les générations futures. En un mot, parce qu'il nous reste vraiment un mot pour conclure, Éric Constantin, l'enjeu, c'est d'avoir encore des forêts demain qui soient en bonne santé. Exactement. L'enjeu des forestiers, c'est d'avoir de la forêt demain, comme vous dites, avec cette notion de temps long qui ressort de toute notre discussion et auquel tous les forestiers sont sensibles, mais qui est parfois difficile à faire cohabiter avec notre temps de plus en plus court. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir permis de confronter ces échelles de temps. On n'est pas comme dans Astérix où les glands poussent en un claquement de doigts. Et on l'a bien compris grâce à votre aide. Merci Antoine Damécourt, merci Éric Constantin, merci beaucoup Madeleine Métayer, Camille Jaïr, Timothée Delem et toutes les équipes derrière nous en régie. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Terre des Hommes. À très bientôt.